L'écologie humaine est basée sur un constat simple. Le désastre environnemental est une conséquence de la violence faite à l'être humain. Voilà pourquoi, dans ce podcast du courant pour une écologie humaine, nous valorisons les personnes qui tentent de créer des chemins de sortie de l'époque moderne. Abonnez-vous pour être alerté des prochaines actus. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Jean-Noël Rieffel, dont j'ai lu le dernier livre avec avidité. Jean-Noël Rieffel, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter ? J'ai 41 ans, je suis vétérinaire de formation et je travaille actuellement comme haut fonctionnaire pour le ministère en charge de la transition écologique. Je travaille à l'Office français de la biodiversité, qui est un établissement public chargé de préserver et restaurer la biodiversité, qu'elle soit aquatique, terrestre ou marine. Et donc aujourd'hui, je dirige en région Centre-Val de Loire l'Office français de la biodiversité. Et je suis l'auteur d'un livre sur les oiseaux aux éditions des Équateurs qui s'appelle Éloge des oiseaux de passage, paru au mois de mars dernier. Alors aujourd'hui, on va essayer d'apprendre un petit peu à connaître l'ornithologie avec vous. Et si vous le voulez bien, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous décrire quelques qualités qui sont nécessaires à cette pratique ? L'ornithologie, c'est l'école du regard et de l'ouïe, c'est-à-dire que pour observer les oiseaux, c'est une expérience multisensorielle, donc il faut avoir les sens en éveil, pas seulement la vue, on est des êtres très visuels, très accaparés par nos écrans, et ce qui est important, c'est aussi d'être en mesure de développer une approche auditive de l'observation des oiseaux, ce qui permet d'identifier au chant, aux cris, certaines espèces qui ne se montrent pas facilement. Quand on a l'oreille musicale, c'est encore mieux, et ça s'apprend, évidemment, comme un pianiste fait ses gammes. Et par ailleurs, il faut aussi être en mesure de développer des qualités qui se perdent, à mon sens, dans notre époque assez effrénée, dans notre modernité assez effrénée, c'est-à-dire être en mesure de ralentir le pas, d'attendre, d'être patient, silencieux, immobile. Et au-delà des capacités humaines, on se doute qu'il y a aussi besoin d'un petit peu de matériel et de soutien technique. Est-ce que vous pourriez nous en toucher un mot ? Ils font déjà un bon guide d'identification des oiseaux aux éditions de l'HU Nestlé, Hachette, il y en a partout, Larousse. Maintenant, on trouve des guides très bien faits avec des photos ou des dessins d'oiseaux, ce qui permet déjà de se familiariser avec les différentes espèces qu'on peut rencontrer à proximité de chez soi. Il faut évidemment une paire de jumelles, ce qui permet effectivement d'appréhender les oiseaux beaucoup mieux, leurs couleurs, leur comportement, etc. Un outil indispensable. Et puis, il faut évidemment un petit carnet et un crayon pour pouvoir retranscrire sur le vif l'observation qu'on fait, le comportement de l'oiseau et le ressenti qu'on peut avoir, ce qui permet en revenant chez soi de recouper un petit peu les différentes informations. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la photographie numérique, il peut être utile d'avoir un appareil photo avec un téléobjectif ou un zoom maintenant qui permet d'immortaliser certains oiseaux et en revenant chez soi, de pouvoir décortiquer les photos et mieux identifier l'espèce. J'insiste sur le fait que la photographie naturaliste, c'est quelque chose qui est génial, mais qui doit se faire dans le respect des espèces d'oiseaux et pour ne pas les déranger, notamment en période de reproduction. Dans quel état d'esprit et dans quelle attitude faut-il adopter pour mieux observer les oiseaux ? Pour mieux observer les oiseaux, il faut d'abord être en mesure de s'immerger dans la nature. Il faut être capable d'être immobile, concentré, contemplatif, à l'affût, les sens en éveil. L'attente, l'approfondissement de l'attente est quelque chose d'important. Donc quand on attend à la lisière d'un bois, à l'interface entre plusieurs milieux, forestiers, bocagers, etc., c'est là qu'on voit passer un certain nombre d'animaux et notamment d'oiseaux. L'affût, c'est quand même quelque chose qui marche bien. Après, il y a des techniques et des petites astuces qui consistent à ce qu'on appelle attirer les oiseaux en émettant un bruit qu'on appelle le pitching, qui imite les jeunes individus. Et donc, ça fait ce son-là. Psh, 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 psh. Et en fait, ça marche assez bien lorsque, en période de reproduction, vis-à-vis des mésanges et des fauvettes, qu'on peut voir dans nos jardins, qui viennent voir quel est cet individu qui fait ce son-là. Dans ces cas-là, je pense que l'oiseau a peur qu'il y ait un prédateur qui vienne accaparer sa nichée. Et ça permet de voir ces oiseaux se rapprocher très très près parfois pour voir qui produit ce son. Et puis, il y a ce qu'on appelle la repasse qui doit être utilisée avec parcimonie, c'est-à-dire qu'avec un smartphone ou une baffle Bluetooth, vous émettez le chant d'un oiseau. Par exemple, je vais aller dans mon jardin et mettre le chant du rouge-queue à front blanc, par exemple, et l'oiseau, qui, s'il est présent, va répondre parce qu'il va identifier un individu, un congénère, qui est un intrus, qui vient faire
une intrusion sur son territoire. Parce que je rappelle, les oiseaux sont des espèces territoriales. Donc le chant permet de délimiter son territoire. Et donc si vous venez provoquer en quelque sorte l'oiseau, il va se percher, il va venir voir, observer, puis il va se mettre à chanter. Et là, vous arrivez à détecter l'espèce qui est présente dans le milieu. À l'inverse, est-ce qu'il y a des comportements à proscrire dans notre contact avec les oiseaux? Ce qu'il ne faut pas faire pour interagir avec les oiseaux, c'est notamment les nourrir toute l'année avec des graines, notamment de tournesol. Ça, il faut réserver ça à la période hivernale où il y a une raréfaction de la ressource alimentaire, où il y a des périodes de gel, etc. Parce que, vous les rendez dépendants, ils ne sont plus en mesure de trouver, pour les jeunes oiseaux notamment, la nourriture par eux-mêmes. Et puis d'autre part, quand vous agrégez des oiseaux sur une mangeoire, vous augmentez les contacts entre les individus d'une même espèce et d'espèces différentes, et ça favorise la circulation d'un certain nombre de virus mortels pour les oiseaux. On l'a vu avec des épidémies, notamment de virus sur les merles. Vous l'avez dit, hein, l'ornithologie est une pratique multisensorielle, donc on va passer un petit peu à l'aspect auditif, sonore. Pourquoi est-ce que les oiseaux chantent? Pourquoi les oiseaux chantent? C'est d'ailleurs le titre d'un livre magnifique de Jacques Delamain, un formidable ornithologue littéraire. Alors, ils chantent pour des raisons biologiques, c'est-à-dire pour délimiter leur territoire. Et en fait, par exemple, les oiseaux migrateurs, lorsqu'ils reviennent au printemps en France, c'est les mâles qui arrivent les premiers, puisque c'est eux qui sont dépositaires essentiellement du chant chez l'oiseau, et qui vont venir conquérir leur territoire et montrer qu'ils sont là, afficher qu'ils sont là sur ce territoire qui leur appartient. Donc le chant est une manière de montrer sa prédominance sur un territoire donné. Et puis par ailleurs, ça permet aussi de charmer la femelle. Bon, il y a des études scientifiques qui ont démontré que des individus qui développent des capacités de chant absolument incroyables, avec des imitations, des enrichissements, etc., vont avoir plus de facultés à s'apparier à une femelle. Voilà, donc les oiseaux chantent pour ces raisons-là, pour se reproduire. Alors en fait, le chant des oiseaux, c'est lié à la photopériode. On le voit en fait à partir du mois de février-mars, lorsque les jours rallongent, c'est là que les oiseaux se remettent à chanter. Voilà, donc ça, c'est lié à un fonctionnement hormonal, etc. Et ils chantent tôt parce que c'est là où il y a le moins de bruit aussi. C'est-à-dire que c'est là où il y a le calme est plus important, il y a moins d'agitation anthropique, il y a moins de bruit de fond, de vacarme sonore, et donc ils sont beaucoup plus facilement audibles. On a ce qu'on appelle le chorus matinal des oiseaux. Tous ces instrumentistes qui viennent les uns après les autres, comme dans un orchestre, qui a tour de rôle, et chacun a sa séquence. C'est-à-dire que au printemps, ça démarre par le rouge-queue vers 5-6 heures du matin. Ensuite, il y a le merle, le rouge-gorge, et ainsi de suite, la mésange un peu plus tard, la tourterelle un peu plus tard. Et donc, petit à petit, vous arrivez à ce cortège d'oiseaux qui vient chanter. Le fameux chant des oiseaux, qu'est-ce qu'il signifie pour vous? Quel effet est-ce que ça vous procure? Ce chant des oiseaux, pour moi, c'est un peu le chant de la terre. Je trouve qu'il porte au ciel les joies de la terre. Ça, c'était une phrase, je crois, de Jules Michelet. C'est pour moi un baume sonore. Baptiste Morisot, le philosophe, qui a sorti d'ailleurs plusieurs bouquins chez Actes Sud sur ce sujet, dit qu'on traverse une crise de sensibilité au vivant, à la nature. Elle est manifeste, même si il y a une prise de conscience sociétale, notamment chez les plus jeunes générations, grâce à un certain nombre de lanceurs d'alerte. Je pense à Greta Thunberg, Camille Etienne, etc. Il y a une perte de connexion avec la nature. Aujourd'hui, on souffre, je trouve, d'une modernité qui prône les écrans, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, et qui ignore trop le silence, la patience, la concentration et la contemplation. Et à ce moment-là, quelle est l'importance du silence? L'importance du silence dans nos vies. On est de moins en moins silencieux, hein. On sait que sur Terre, il y a des études qui ont démontré les endroits où il n'y a aucun bruit anthropique sont de plus en plus rares. On est tout le temps en permanence stimulé par des bruits, notamment dans les grandes métropoles. Et tout ça génère évidemment du stress, génère une augmentation de la tension artérielle, des maladies cardiovasculaires, etc. Je différencie le silence de l'homme du silence de la nature, qui peut être l'annonce, ça c'était les mots de Rachel Carson, du printemps silencieux, l'annonce d'un effondrement de la biodiversité. Donc à l'opposé de ce silence-là, le chant des oiseaux, pour le coup, lui, c'est une musique qui procure de nombreux bienfaits. Ça, c'est les études qui l'ont montré, c'est-à-dire que quand vous écoutez des oiseaux, cette musique de la nature, à l'écart du vacarme de l'homme, ça vous génère immédiatement un bien-être qui se manifeste notamment dans les fonctions biologiques, enfin les fonctions physiologiques, pardon, c'est-à-dire
ralentissement de la pression artérielle, baisse du stress, état, on va dire, de méditatif, on va dire, qui procure un profond bienfait. Aujourd'hui, surtout dans les grandes villes, on est complètement submergé par le bruit. C'est quelque chose que je ressens énormément. Alors, comment est-ce que vous faites pour vous en isoler? Alors moi, je le dis dans mon livre, pour tout vous dire, et c'est un peu une boutade, mais c'est vrai. C'est-à-dire que moi, quand je vais dans les grandes villes, je vais dans les cimetières, parce que c'est des endroits où on voit, comme au Père-Lachaise en plein Paris, où on voit plein d'oiseaux, parce qu'on est au calme, il y a moins de bruit, c'est encore sauvage. Et je vais aussi parfois dans les petits jardins qui jouxtent les églises pour retrouver, on va dire, une paix sonore. Voilà. Et ça m'a valu des observations d'oiseaux absolument incroyables dans ces endroits totalement insolites. Dans la ruralité, évidemment, les meilleurs endroits pour se retrouver au calme et dans le silence et connecté à la nature, c'est au fond de la forêt, c'est monter en altitude dans les estives. C'est des endroits où on voit mieux les étoiles et où on entend beaucoup plus le chant de la nature. On va dépasser un petit peu le domaine purement sensoriel. J'aimerais vous questionner sur votre rapport au temps et qu'est-ce que l'observation des oiseaux vous a apporté comme réflexion sur le temps humain. On est dans un processus d'accélération de nos vies absolument qui continue en permanence. Ça a été très bien pensé par Paul Virilio, par Hartmut Rosa, qui l'ont déjà largement étayé dans leurs écrits. Et on continue à accélérer toujours plus, toujours plus. On a l'impression qu'on veut toujours gagner du temps. Or, je pense que ce temps qu'on cherche à gagner, on perd de la saveur de l'existence. C'est-à-dire que moi, l'observation des oiseaux m'a rendu le temps en offrande. Elle développe une autre temporalité, c'est-à-dire, c'est ce que je disais, il faut ralentir le pas. Il faut attendre patiemment. C'est un éloge de l'attente, un approfondissement de la patience, l'observation des oiseaux. Vous pouvez rester des heures devant un buisson en espérant voir l'éclat d'une aile et parfois vous ne verrez rien, mais vous aurez été en communion avec la nature. Et puis au moment où vous verrez un oiseau apparaître, si c'était l'oiseau convoité, vous serez dans une sidération émotionnelle. Plus l'attente aura été grande, plus le moment aura été savoureux. Voilà, clairement. Et ça, je l'ai éprouvé à de multiples reprises, notamment dans la quête de certaines espèces d'oiseaux rares. Vous, lorsque vous observez les migrations des oiseaux, quelle sensation est-ce que ça vous procure? C'est déjà une grande leçon d'humilité, parce que quand on voit ces oiseaux capables de parcourir des distances absolument incroyables, quelques grammes pour des dizaines de milliers de kilomètres, parfois sans se poser, c'est absolument fabuleux. L'homme fait des choses fabuleuses, mais les oiseaux aussi. D'ailleurs, ils ont été source d'inspiration pour l'homme aussi, hein, c'est la bio-inspiration. Et puis ces migrations, chaque année, elles reviennent, toujours à la même époque. Alors, il y a des petits changements, parce qu'avec le changement climatique, etc., il y a des espèces qui trinquent, on voit pas toujours les mêmes nombres d'oiseaux, on voit qu'il y a des choses qui bougent, mais c'est des grands cycles biologiques qui reviennent, qui nous dépassent complètement, je trouve, et qui, moi, m'ont rassuré, notamment durant la période du confinement où j'étais chez moi, et quand j'ai vu les martinets revenir les uns après les autres, je me suis dit, bah, la vie continue, les grands cycles sont là, ils nous dépassent, ils nous relient aussi un peu à ce mystère de la création, c'est-à-dire on ne connaît pas totalement les secrets de la migration des oiseaux, et ça, je trouve ça absolument incroyable. Par curiosité, est-ce que vous pouvez nous citer l'oiseau qui est la plus grande migration? C'est la sterne arctique, en fait, qui relie les deux pôles, arctique, antarctique, et qui du coup est l'oiseau qui voit le plus le soleil au cours d'une année. On dit qu'elle est hantée d'inflation solaire. Il y a un oiseau aussi qui est incroyable, c'est le martinet, qui parcourt chaque année 10 000 kilomètres pour aller de France en Afrique et revenir à nouveau après l'hiver. Pareil, lui, c'est un oiseau qui se pose quasiment jamais, qui dort en volant, etc. Enfin, c'est des capacités absolument hors normes qui sont fabuleuses. Et d'ailleurs, quel impact a eu la pratique du bagage sur l'état de nos connaissances des oiseaux? Alors, le bagage des oiseaux, qui existe déjà depuis un paquet d'années, nous a permis de mieux comprendre justement l'origine de la migration en faisant des captures, recaptures d'individus. Il y a des protocoles qui sont menés par le Muséum d'histoire naturelle qui nous permettent de mieux comprendre la phénologie, ce qu'on appelle des migrations des oiseaux, et puis l'impact aussi du réchauffement climatique sur ces phénomènes migratoires. Alors, vous en parlez un petit peu dans votre livre. Est-ce que vous pourriez d'abord définir le syndrome du changement de base et en toucher quelques mots, bien sûr dans le contexte de votre relation avec les oiseaux?
Le syndrome du changement de base, c'est le syndrome de l'oubli de l'abondance passée de la biodiversité. En fait, ça veut dire qu'on souffre d'une mémoire qui n'est pas assez générationnelle. On a tous un rôle à jouer là-dessus, à transmettre à nos enfants, de lutter contre cette forme d'amnésie écologique, c'est-à-dire l'acclimatation des êtres humains au fil des générations à la dégradation de la biodiversité. C'est-à-dire que moi, mon grand-père me disait, ou mon oncle me disait, quand j'étais petit, quand j'allais dans les champs, je voyais des centaines d'alouettes des champs quand je traversais un champ de maïs. Je voyais sur les fils à l'automne, au mois de septembre, en ce moment, là, des hirondelles par milliers posées sur les fils électriques qui se rassemblaient avant de partir en migration en Afrique. Quand on vous témoigne ces choses-là avec une abondance des espèces qui est absolument dingue, aujourd'hui, vous les voyez, mais beaucoup plus, quasiment à l'unité, ou par quelques dizaines. Donc, il y a vraiment une crise majeure d'érosion de la biodiversité qui va très très vite. Et je pense que c'est important qu'on n'oublie pas qu'en l'espace de, moi c'est en l'espace de 30 ans, hein, j'ai vu les populations d'oiseaux décliner et ça continue et ça continue. Et alors il y a des gagnants et des perdants. Il y a des espèces d'oiseaux qui tirent, qui arrivent mieux à s'adapter, qui ont une plus grande plasticité génétique, etc., qui s'adaptent mieux au réchauffement climatique. Et puis il y en a beaucoup, il y en a majoritairement par contre des perdants. Et donc il y a un effondrement au niveau européen mondial, mais au niveau européen des populations d'oiseaux. Je crois que c'était les chiffres de l'étude qui est sortie il y a quelques mois qui disait qu'il y a 800 millions d'oiseaux qui ont disparu en l'espace de 40 ans en Europe. Alors, que nous dit le déclin de la biodiversité aviaire sur l'état plus général de nos écosystèmes? Les oiseaux, en fait, sont des bioindicateurs de la qualité de nos écosystèmes. Donc, si les oiseaux, aujourd'hui, disparaissent, si on a perdu 30% d'oiseaux en 15 ans en France, s'il y a 800 millions d'oiseaux qui ont disparu depuis 1980 en Europe et qu'on en a 20 millions par an qui disparaissent, ça nous dit quelque chose de l'état de notre monde et de la manière dont nous, on impacte cette biodiversité. Parce que je rappelle qu'on en fait partie de cette biodiversité, tout est lié, ce qu'on appelle le concept One Health, une seule santé, c'est-à-dire que notre sort, le sort de l'humanité, est lié au sort des oiseaux comme au sort des insectes. Les oiseaux fournissent à la fois des services biologiques. Je pense à ces mésanges qui permettent de réguler les chenilles processionnaires, à ces oiseaux qui permettent, insectivores, qui régulent les populations de moustiques, les ravageurs de culture, à ces rapaces, ces grands rapaces qu'on appelle les vautours, qui sont des oiseaux nécrophages, qui sont des écarisseurs naturels des animaux morts. Voilà, donc ils nous rendent de plein de services. Le jet qui va aller planter des graines des glands à l'automne qui va permettre de replanter des arbres, des chênes. Donc ils rendent plein de services et il ne faut pas qu'on oublie que notre sort est intimement lié au leur. J'aimerais bien qu'on consacre un petit peu de temps à parler plus spécifiquement d'une espèce, justement. Est-ce que vous pourriez nous toucher quelques mots sur le chardonneret, par exemple? Le chardonneret élégant, c'est un petit fringille très joli, qui a plein de couleurs, jaune, noir, rouge, qui a vu ses populations diminuer de presque 40% là, en l'espace de 30 ans en France. C'est dû à plusieurs choses, évidemment à la raréfaction de la ressource alimentaire à cause des produits phytosanitaires notamment, mais aussi à un trafic, c'est-à-dire que c'est un oiseau qui fait l'objet d'un trafic important à l'échelle européenne. Moi, il y a quelques jours, j'étais avec mes équipes sur l'A10, où on a intercepté un certain nombre de véhicules qui remontaient du sud de l'Europe avec des chardonnerets dans leur coffre, qui remontaient vers la Belgique et les Pays-Bas. C'est-à-dire que c'est un oiseau qui est capturé dans la nature, élevé pour son chant, hybridé parfois avec des canaris. Et ces espèces-là, qui chantent très bien, sont revendues des centaines, parfois des milliers d'euros par des collectionneurs. Et ça fait l'objet d'un trafic assez juteux en Europe et au Maghreb. Vous voudriez partager avec nous une histoire, une anecdote d'un moment qui vous a particulièrement ému euh, lors de, lors de vos observations, ou, de vos expéditions? Alors, je pourrais en raconter beaucoup parce que je suis parti en quête et j'ai eu pas mal d'aventures avec les oiseaux lorsque je cherchais les oiseaux rares. Mais dernièrement, et j'en parle un petit peu dans le livre, c'est la découverte de l'hirondelle bicolore, qui est en fait la première donnée de cet oiseau en France. Et ça remonte au mois d'octobre de l'année dernière. En fait, j'étais avec des amis, chercheurs d'oiseaux aussi comme moi. On a passé 8 jours sur la petite île de Saint au large du Finistère et de la Pointe du Raz, qui est une toute petite île, parfaite pour un état méditatif et pour justement développer une autre temporalité que celle qu'on peut avoir sur le continent. Et on a un matin comme ça, il faisait très beau, on sait qu'on est en période de migration, que les oiseaux on peut avoir des surprises avec des oiseaux rares qui viennent du nord de l'Europe, voire d'Amérique.
Et là, on a vu, enfin, j'ai eu la chance de voir arriver une hirondelle qui était pour moi, qui ressemblait un peu à un martinet, qui était une espèce d'hirondelle. Et j'étais incapable de mettre un nom sur cet oiseau, mais je savais que c'était un oiseau que j'avais jamais vu, qui était bizarre. Et en fait, ça, c'est quand même quelque chose d'assez vertigineux. C'est-à-dire que vous arrivez dans un endroit et que vous voyez un oiseau que vous n'avez jamais vu, il y a déjà la décharge d'adrénaline et le plaisir de cette première rencontre. Et puis cette incapacité à mettre un nom dessus, ça vous renvoie aussi à toute l'étendue de ce que vous reste à apprendre. Et la biodiversité, c'est un sujet infini. Les oiseaux comme les insectes, c'est quelque chose, c'est un univers passionnant qui transmet énormément d'émotions et de moments de bonheur, de joie. Et donc cette hirondelle bicolore, pour la petite histoire, en fait, elle venait de traverser l'Atlantique, elle venait des États-Unis, puisque c'est une espèce d'hirondelle très commune aux États-Unis, mais qui là a été pris par un phénomène météorologique et qui était arrivé sur les côtes françaises. Voilà, et donc ce qui est constitué la première mention. Donc ça a été un moment de sidération et de partage d'émotions pour la communauté ornithologique qui était présente sur l'île. Et effectivement, c'est ce genre de moments-là. C'est aussi pour ça qu'on vit l'observation des oiseaux et que moi j'ai cette passion. C'est-à-dire que c'est des moments qui restent indélébiles dans la mémoire, quoi. Dans votre livre, vous décrivez un petit peu la communauté des ornithologues, dont vous faites partie évidemment, et vous mentionnez un certain type de personnages qui s'appellent les cocheurs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu qui sont ces cocheurs et que font-ils? Un cocheur, c'est un ornitho un peu zélé, c'est-à-dire que c'est un chercheur, un peu le chercheur d'or dans la communauté ornithologique, c'est-à-dire que c'est celui qui veut voir le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux. Voilà, son objectif, c'est de cocher, c'est-à-dire de mettre une petite croix devant chaque espèce d'oiseau. Donc son but, c'est de voir le plus d'oiseaux rares, par exemple en France ou dans un endroit donné, voire dans le monde. Donc il y a des listes de cocheurs, il y a des listes du plus grand nombre d'espèces vues en France, du plus grand nombre d'espèces vues dans le Paléarctique occidental, du plus grand nombre d'espèces vues en Europe. Enfin voilà. Donc le cocheur, c'est complètement addictif, c'est celui qui voilà, ne cherche que les oiseaux rares, en plus des oiseaux communs. Mais souvent, d'ailleurs, le cocheur pour les avoir rencontrés, est un ornithologue déjà de très haut niveau, parce qu'avant de détecter un oiseau rare, il faut déjà bien connaître tous les oiseaux communs. Vous avez, alors pas forcément un oiseau préféré, mais peut-être un oiseau qui, à vos yeux, mériterait d'être plus considéré ou d'être mis en valeur aujourd'hui? Beaucoup d'oiseaux me fascinent, mais je vais parler d'un oiseau très commun, parce que parfois, on va chercher des oiseaux très exotiques à l'autre bout de la planète, etc. Mais en fait, il y a des oiseaux très fascinants au plus près de nous. Par exemple, voilà, le merle noir. Le merle noir, le blackbird des Beatles, c'est l'oiseau hyper commun que vous voyez partout, qui au départ est un oiseau forestier, mais qui s'est très bien adapté aux villes, etc. Et lui, alors, il est tout noir avec son bec jaune safran, et voilà, il est très commun mais très joli, et surtout il a un chant absolument incroyable. C'est-à-dire que pour moi c'est sans doute un des oiseaux qui chante le mieux avec le rossignol dans le cortège d'oiseaux qu'on peut avoir de plus familier en France avec le rouge-gorge aussi. Mais il a un chant absolument très mélodieux, qui peut enrichir énormément quand on y prête attention. Et donc je trouve que le merle était vraiment un concertiste absolument fabuleux. Merci beaucoup, on a presque terminé, donc je vais vous demander peut-être pour un mot de la fin, ce que vous a apporté votre relation avec les oiseaux. Moi, les oiseaux m'ont beaucoup apporté dans ma vie. Je puise dans l'observation des oiseaux une forme de résilience par rapport aux tourments de la vie. Leur observation est un antidote par rapport au quotidien qu'on a et par rapport aux contraintes qu'on peut tous avoir dans nos vies respectives, professionnelles, familiales et tout. Et moi, j'y puise vraiment une forme de ressourcement, une ascèse, encore une fois, par rapport au quotidien. Les oiseaux m'ont à la fois consolé de déceptions importantes, ils m'ont rempli de joie à d'autres moments. Et je pense qu'il faut qu'on développe une présence plus fraternelle avec nos amis, les oiseaux, comme avec nos amis les insectes, etc. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus lié à eux. Moi, ils sont entrés en moi durant mon enfance, ils m'ont jamais quitté. Je peux pas vivre sans eux. Je peux pas non plus les voir s'effondrer comme ça sans agir. C'est l'objet de mon métier aussi, c'est-à-dire que j'ai écrit un livre qui parle de la contemplation, qui a un rapport poétique à la nature, mais au quotidien, je suis dans l'action, dans la préservation de la biodiversité, ce qui donne du sens aussi à ma vie. Les oiseaux, ils m'ont hypnotisé, ils m'ont beaucoup apporté, et j'ai tissé avec eux progressivement des moments de grande complicité. Et ils ont été, voilà, pour moi, des vecteurs de la beauté et de la poésie du monde. Leurs apparitions, elles sont toujours fusitives, mais pour moi, ce sont des épiphanies dans mon quotidien. C'est toujours le surgissement de grâce. Et donc, je dirais aux plus jeunes d'entre nous, laissez-vous ravir
par les oiseaux. Merci beaucoup pour cet échange, Jean-Noël Rieffel. Et merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour de nouveaux podcasts inspirants sur cette chaîne du courant pour une écologie humaine. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode et abonnez-vous également à notre newsletter mensuelle. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux ou à national@écologiehumaine.eu.